L'ex-procureur au tribunal de Bobigny entame une course contre la montre. Donc là, on va au dépôt, en fait. Le dépôt, l'endroit où sont transférés les suspects juste après leur arrestation et leur garde à vue au commissariat. Situées dans le sous-sol du tribunal, les 33 cellules du dépôt sont pleines ce matin. Bonjour. Didier Allard doit annoncer à des prévenus Bonjour, mesdames, messieurs. qu'ils vont passer en comparution immédiate dans l'après-midi. Ah merde, il y a un interprète. Il est là, l'interprète à l'engagement ? Une procédure simplifiée qui permet de juger un suspect juste après les faits. Une procédure simple, en théorie. Alors, ben oui, mais j'ai pas l'avocat, il me faut l'interprète. Ce tribunal traite 180 000 dossiers par an. C'est le plus gros de France après Paris. Ça vous embête pas qu'on vienne parce qu'il faut que je fasse tout de suite, on est très très en retard. Les avocats commis d'office sont surchargés. On m'attend à la 17e chambre correctionnelle. On n'a plus le temps là. Leur présence est pourtant obligatoire. Le procureur s'impatiente. J'allais chercher parce que sinon je vais faire. Moi je peux pas attendre tout ce temps. Il a une dizaine de dossiers à traiter ce matin. Ah bah voilà. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Dont celui de ce jeune homme, soupçonné de vol dans des voitures. Avant l'audience, le procureur l'informe des faits qui lui sont reprochés. Vous avez volé donc une montre. Alors il y en a toute une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin c'est ce que je vous reproche. 9 qui ont été déterminés. Une carte grise, certificat d'assurance, lunettes de soleil, du numéraire et également une pièce de 2 euros. Bon voilà, donc ça c'est tous les faits que l'on vous reproche, monsieur. Vous pouvez faire une déclaration, c'est pas obligatoire, vous pouvez garder le silence, sachant que moi, je ne vous juge pas, je ne fais que vous renvoyer devant le tribunal. Vous pourrez vous exprimer largement cet après-midi devant le tribunal. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Vous souhaitez dire quelque chose ou garder le silence ? Je rien à dire. Très bien. Vous avez déjà été condamné ? Condamné, c'est-à-dire Vous avez déjà passé devant un tribunal ? Non, Non, jamais ? jamais. Si, vous avez déjà été condamné. Hein, une fois, dans le tribunal des enfants. Bon, allez, on évoquera tout ça cet après-midi, vous retournez en cellule et puis on se voit cet après-midi à l'audience. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre, mais aussi le plus criminogène de France. Vol, trafic de drogue, assassinat, viol, toutes les affaires passent par le tribunal de Bobigny. Au cœur de ce réacteur judiciaire, la permanence du parquet. Les bureaux du procureur, de ses adjoints et de ses substituts. 55 magistrats qui se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moyenne d'âge 30 ans, essentiellement des femmes. Et les faits datent de quand ? Ce sont elles qui décident d'enclencher ou non des poursuites judiciaires. Prolongation de garde à vue, mise en examen. J'ai 4 appels en urgence. Elle supervise tous les actes d'enquête, jusqu'au placement en détention provisoire. Chaque affaire commence généralement par un coup de fil de l'un des 22 commissariats du département. Donc les violences, c'est en lui tirant les cheveux. Et les coups de poing sur la nuque. Plus d'une centaine par jour et par substitut, comme Mathilde ce jour-là. Non, par les cheveux. On peut parfois avoir jusqu'à 10 voire 15 appels en cours quand c'est très chargé. Donc avec des délais d'attente qui malheureusement peuvent s'accumuler jusqu'à, voire parfois jusqu'à 1h30 d'attente pour les policiers, voilà, mais qui sont habitués et qui prennent leur mal en patience. Merci à vous. En cas d'appel d'urgence, le code rouge s'affiche. La barre orange signale une garde à vue en cours. Là aussi, des appels à traiter en priorité. Allô, bonjour Madame Pouzet à l'appareil. Oui, bonjour Madame Pouzet. Un homme a été interpellé dans la nuit sur l'autoroute, ivre, au volant. Il frôle plusieurs véhicules, il percute dans le virage le mur et béton. Mes collègues arrivent à se mettre à côté de lui, il percute mes collègues une première fois, il manque de percuter un bus, et ensuite mes collègues arrivent à se mettre à ses côtés pour le faire stopper sur la bande d'arrêt d'urgence. Il repercute encore une fois mes collègues.
Le fait Pour la qu'il mise en percute danger. les policiers, c'était volontaire selon les policiers ou c'était vraiment pour prendre la fuite? En fait, les collègues me disent qu'ils donnent un coup de volant en leur direction afin de le percuter. Ah oui, donc c'est quand même on peut retenir des volontaire. violences avec armes sur policier. Hein. Il a 1,48 grammes par litre de sang. Ah oui, d'accord. soit 3 fois le Voilà, taux donc, autorisé. Voilà. L'homme est Oui, récidiviste. donc il a eu une ordonnance Mathilde pénale. décide de le déférer, c'est-à-dire de le faire amener dès la fin de sa garde à vue au tribunal pour décider quand et comment il sera jugé. C'est l'une de ses collègues, Alix, 27 ans, qui va s'en occuper. On y retourne. Après un master de droit et l'école de la magistrature, 7 ans d'études, elle a choisi Bobigny pour son premier poste. Salaire en début de carrière, 2600 € net par mois. Asseyez-vous, monsieur. Une fois que vous serez désentravé. Pour prendre sa décision, Alix écoute d'abord le prévenu, beaucoup plus calme que face aux policiers. Si vous avez des déclarations, je peux les consigner. Pardon, d'abord, tous les délits que j'ai faits, il m'a attrapé, donc je perds. Peut-être comme deuxième passé, il m'a attrapé encore problème. C'est pour ça que j'ai perdu. Donc je ne sais pas comment j'ai fait ça, donc je demande pardon à tous les policiers. Je vais demander à ce que le juge des libertés et de la détention... Alix décide de faire juger le chauffard pour conduite sous l'empire de l'alcool et violence avec arme, en l'occurrence sa voiture. Une qualification qui lui fait encourir 4 ans de prison. En attendant le jugement, elle requiert une remise en liberté avec une interdiction de conduire et elle ajoute une condition. Je vais demander à ce qu'il y ait une obligation de soins, monsieur. Que vous justifiez de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être un psychologue, ça peut être un addictologue, ça peut être un psychiatre. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour que la consommation d'alcool ne soit plus un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de boire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. En revanche, c'est interdit par la loi de conduire en étant alcoolisé. Si moi, j'apprends que votre contrôle judiciaire se passe pas bien, que vous respectez pas les obligations, je pourrais demander la révocation de ce contrôle judiciaire. Et là, pour être très clair avec vous, ce que je demanderai au juge des libertés de la détention, c'est la prison. D'accord? C'est clair pour vous, monsieur? Bien. Je vais donner à l'escorte. Le procès de cet homme devrait se tenir dans 6 mois. Le procureur et ses substituts ne prononcent pas de condamnation, mais requièrent des peines. Dans certains cas, ils peuvent aussi faire en sorte d'éviter un procès en négociant directement la peine avec le suspect, si celui-ci reconnaît sa culpabilité. Lassana, 37 ans, a déjà 31 mentions sur son casier judiciaire, la plupart pour des faits liés à la drogue. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors qu'il était en semi-liberté, il a été contrôlé en possession de 4 grammes de cannabis. Comme il s'agit d'un délit mineur et que Lassana reconnaît les faits, Bonjour, monsieur, vous pouvez vous asseoir? Alix l'a convoqué à une audience un peu spéciale, Vous êtes en le semi-liberté, plaidé donc c'est, coupable, un qui permet de aménagement négocier sa peine. peine. Et on vous retrouve en ayant consommé du cannabis. Voilà, moi je sais que c'est un problème pour moi. Mais moi, j'essaie de faire un travail sur moi-même pour essayer d'arrêter de fumer. Mais c'est pas facile, madame. Franchement, c'est pas facile. Moi, je préfère être franc avec vous. C'est pas facile, mais voilà, maintenant, en aucun cas, c'était pour la revente ou quoi que ce soit. C'était pour ma simple consommation personnelle. Ok, moi j'entends monsieur, et d'ailleurs vous m'avez pas entendu dire que c'était facile d'arrêter. Je sais que c'est difficile d'arrêter le stupéfiant, surtout que vous en consommez depuis déjà quelques temps. Hein. Au moment des faits, vous aviez indiqué que ça faisait déjà 2 ans. Donc vous êtes un consommateur de longue durée et vous en avez consommé beaucoup. Donc là aujourd'hui, on est sur quelle fréquence? Avant, j'étais à 10, là, je suis à peut-être 3. Voilà, Et je donc fume pas la journée. d'accord. Donc j'entends bien Bien sûr. qu'il y a des efforts qui sont faits de votre part et je vois que vous produisez des justificatifs qui démontrent que vous essayez de prendre les choses en main. Et par rapport à mon casier, voilà, je sais que Eh oui. ça aide pas en ma faveur. Ben non. Voilà. Ça aide pas en votre faveur le Non, ça, casier c'est parce sûr. qu'il est, Chargé, ouais. il est chargé, monsieur. Bien sûr. Alors je l'évoque parce que du coup ça fait Ouais. partie des éléments de personnalité qui vous concernent. Alix propose une contrainte La pénale. première condamnation, elle intervient Comme une peine de prison avec sursis. alors, connue pour, Au prochain faux pas, pour la justice la des sanction mineurs. tombera. C'était déjà du stupéfiant et après la peine d'emprisonnement que je vous propose dans le cas où la contrainte pénale ça marche pas, c'est une peine de 4 mois d'emprisonnement.
La nature de la peine me convient parfaitement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ça permettra un suivi individualisé, personnalisé et adapté. Par contre, sur le quantum de la peine, je m'interroge. Mais Je peux descendre à 2 mois, mais franchement, voilà. 2 mois. Bah oui. Ça me paraît raisonnable. Non, moi je respectais. Moi je dis 2 mois, ça veut pas dire qu'à la fin je vais aller en prison. Eh ben voilà, justement, monsieur. Si vous me dites que la contrainte pénale ça marche, la prison, il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi il y a le mot entre parenthèses prison à côté? Parce qu'on c'est ce qu'on vous a expliqué. Pour me renforcer, pour me motiver. En fait. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. C'est pour qu'il y ait une épée Damoclès au-dessus de votre D'accord. tête, pour que ce soit dissuasif, pour que vous recommenciez pas. Nous en avons terminé, monsieur. Vous pouvez y aller. D'accord, merci à vous, madame. Merci, monsieur. Au revoir. Je vais pas dire adieu. Moi, je vais plus. Voilà, on se revoit. Exactement, monsieur. Avec la justice. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Non, vous avez encore... Oui, parce qu'à mon avis... À la tête de cette énorme machine, depuis 5 ans, la procureure Fabienne Klein-Donati. Elle habite à plus d'1 heure du tribunal. Pour elle, ce trajet est un sas, une bulle, avant d'affronter sa journée. On ne peut pas s'habituer. Quand il y a certaines affaires qui sont évoquées, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Je suis encore étonnée, enfin, je veux dire, de ce qui peut être le pire du comportement humain, quoi. Sur le chemin du tribunal, Madame la procureure n'oublie pas sa fonction. Mais non, t'arrêtes pas la fête! Et ne se prive pas de faire preuve d'un peu d'autorité. Avance! Avance! Vous avez pas vu que vous avez une flèche qui clignote pour aller tout droit, madame? Ah non, je l'ai pas vu. Eh ben, quand on conduit, il faut regarder tout. Quand je suis sur mon ressort, ça m'arrive de rappeler les gens à certaines règles de bonne conduite. Je parle de la circulation. Oui, alors des fois, mon mari il me dit tu ferais quand même mieux de ne pas t'en mêler parce qu'un jour, tu vas t'en prendre une. Mais moi, je dis j'ai pas peur. Après avoir alterné des postes de procureur en Seine-et-Marne et de conseillère auprès d'un garde des Sceaux et d'un Premier ministre, Fabienne Klein-Donati découvre une autre ambiance en Seine-Saint-Denis. Donc là, par exemple, sur la synthèse de cette nuit, une plainte pour viol à Livry-Gargan. Dans le département, on dénombre 90 crimes et délits pour 1000 habitants, presque le double de la moyenne nationale, avec des affaires parfois ultra-violentes. Là, c'est assez différent puisqu'il a 3 plaies par arme blanche, dont une au niveau du cœur, qu'il est touché au niveau du cœur, pronostic vital engagé. C'est un vrai roman. Son rôle est d'orienter, de donner des consignes aux substituts sur les affaires les plus sensibles. Il m'a laissé un long compte-rendu. Il y a une fille qui est âgée de 3 ans qui, elle, n'a pas de pronostic vital engagé. En revanche, ce garçon qui est très jeune, qui a à peine 3 mois... la balance par la fenêtre ? Ouais, un traumatisme crânien, un hématome sous-dural, pétéchie, contusion pulmonaire possible et le pronostic vital est réservé. Ils sont à Necker actuellement. Voilà. Bon, bref. Dans cette affaire, c'est la procureure qui devra décider in fine de la responsabilité pénale de la mère. Bon, Élodie, il y a quelque chose d'autre ? En clair, si son état psychiatrique permet de la juger ou non. Merci. À l'origine de ces affaires hors normes, parfois la folie, la misère sociale, mais aussi souvent une autre spécificité du département. Les affrontements entre bandes sur fond de trafic de drogue. Ce jeune homme est soupçonné d'être mêlé à un règlement de compte barbare. Des faits qui remontent à 5 ans. Une autre substitute, Charlotte, 37 ans, doit décider de la prolongation de sa garde à vue, qui dure déjà depuis 24 heures. Ancienne avocate d'affaires, c'est son premier poste de magistrate. Bonjour. Bonjour. Charlotte Bernard de vous êtes l'enquêteur ? Oui. Très bien.
Monsieur, donc dans le cadre de votre garde à vue, je vais vous voir. Je suis la représentante de Madame la procureure. D'accord? Vous allez, monsieur, s'il vous plaît? L'homme aurait participé à un viol en Réunion, commis avec une bouteille, sur un garçon de 17 ans. Lui et sa bande le soupçonnaient d'avoir dénoncé aux policiers des dealers de leur quartier. Asseyez-vous là, monsieur. Merci. Depuis le début de sa garde à vue, Alors, il nie les faits devant les enquêteurs. bon, on va pas se mentir, c'est des faits très graves, hein. C'est des faits criminels. Qu'est-ce qui vous amène là, monsieur? Ces choses-là, j'ai pas commis ces choses-là. Je les ai pas commis. Telle chose pareille, telle barbarie, même. Parce qu'à l'audition, tout à l'heure, c'est des faits barbaries. La victime, vous la connaissiez? On va dire, je connais pas vraiment. Vous la connaissiez un petit peu? Un petit peu, donc c'est pour ça que j'arrive pas à savoir, à comprendre surtout pourquoi telle personne m'accuse d'avoir fait ces choses-là. En fait, c'est là que j'essaie de comprendre mieux. Vous n'êtes pas le seul mis en cause dans la procédure, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, ils ont dit que... C'est un viol en Réunion. Madame, avec tout le respect que je vous dois, Oui. un petit de chez toi peut pas subir telle chose. C'est impossible. Mais c'est arrivé assez dernièrement, monsieur. Je pense où? Steve, qui a été retrouvé mort à Tours. Ça arrive très fréquemment, les règlements de compte dans les cités. Les exemples, vous le savez. On les connaît bien, nos secteurs, monsieur. On est sur un secteur qu'on connaît. Donc ça arrive. C'est pour ça qu'on prend les affaires et les déclarations très au sérieux. Donc j'autorise la prolongation de la garde à vue, pour un délai de 24 heures au maximum. Vous pouvez y aller, monsieur. Je vais vous raccompagner. Merci. Selon la magistrate, cette histoire de représailles présumées est emblématique de la loi des cités dans le département. On est plus dans un exemple qui est donné, un message qui est donné aux petits de la cité. Voilà. Si tu parles en gave, si tu parles devant les policiers, bah voilà ce qui va t'arriver. Le lendemain, faute d'éléments suffisants, Charlotte remettra le jeune homme en liberté, tout en ouvrant une information judiciaire contre lui et un autre jeune de son quartier. Il risque une mise en examen et une peine de 20 ans de prison pour viol en Réunion. Il est 22h. Le tribunal s'est dépeuplé, ou presque. Maëlys, l'une des substituts, n'a pas encore terminé. Elle est sur une affaire de vol avec violence. Une bande est soupçonnée d'agression au couteau dans le RER sur au moins 6 usagers. C'est le dossier qui nous intéresse. On va pouvoir monter. Un suspect a été interpellé et mis en examen. Maëlys va chercher à obtenir son incarcération. C'est une courte audience dans cette pièce qui va en décider. Elle est présidée par un juge qui se prononce uniquement sur la mise en détention provisoire du suspect. Allons-y. On va pouvoir faire entrer le mise en examen. En attendant son éventuel procès. Bien, bonsoir monsieur, entrez. Asseyez-vous monsieur. Le mis en cause est accompagné de son avocate. Bonsoir maître. Je précise que sur votre casier judiciaire, il y a déjà 7 condamnations, dont moins 2 pour des faits de vol. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire, monsieur, concernant ce débat aujourd'hui? J'ai pas une situation stable, j'ai pas de formation, j'ai pas de travail. J'ai déjà été incarcéré récemment, je suis sorti il y a pas très longtemps. Je comptais reprendre ma vie en main, moi je veux pas finir toute ma vie en prison, je veux pas que ma vie ça soit que la prison, je comptais m'en sortir. Bien, donc madame la procureure, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je demande le placement en détention provisoire, puisqu'on a des coups très violents qui sont portés et en général, j'allais dire gratuitement, si tant est qu'il puisse avoir de bonnes raisons de frapper une victime. Mais on a des victimes qui sont très blessées à l'issue de ces vols, et y compris après même que leur téléphone a été volé. Vous avez la parole, maître, en défense. Peut-être qu'on en ferait une meilleure personne s'il était placé sous contrôle judiciaire strict
que s'il était de nouveau placé en détention, parce que je vous rappelle qu'il sort de détention il y a à peine quelques mois. Merci, maître. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a indiqué votre avocat? Là, j'ai comme l'impression d'avoir utilisé ma dernière chance de m'en sortir. Et que je me retrouve devant vous. Comme elle l'a dit, j'ai été blessé. Bien, j'ai entendu beaucoup de mots de vous-même, mais sur la victime, j'ai pas entendu grand-chose, hein, monsieur. Dans le feu de l'action, j'ai pris un coup. J'ai commencé à m'ouvrir ici, j'ai saigné. Une fois que j'ai vu le sang, j'ai perdu le contrôle de moi-même, je l'ai tapé. Et une fois que je me suis rendu compte que je devrais pas faire ça, c'est là que je l'ai repoussé et que je me suis écarté un peu de lui. Et c'est à ce moment-là que la victime m'a sauté dessus, m'a, on va dire, presque cassé le genou. Bien, tous ces faits seront analysés pendant l'instruction, monsieur. Bien, pour l'instant, l'audience est suspendue. Ma décision va être rendue après la suspension d'audience. Une suspension rapide. Au bout de 10 minutes, à 23 h, le juge rend sa décision. Ce sont des faits particulièrement détestables, hein, puisqu'il s'agit de frapper, voler, en groupe, avec des armes, dans un lieu de transport en commun, sur des victimes qui n'ont rien demandé, qui rendent du travail tranquillement. Hein. Et donc ces faits, eh bien, la société doit en être protégée, pendant l'instruction tout au moins. Hein, en vous plaçant en détention provisoire, monsieur, je pense que la société sera protégée de ces faits, vous concernant. Je vais vous demander de bien vouloir signer ici et ici, s'il vous plaît. Les substituts ne se déplacent que très rarement sur le terrain, mais c'est parfois comme s'ils y étaient. Car leur rôle est aussi de diriger les enquêtes de police. Un appel en urgence d'un commissariat vient d'arriver sur le poste d'Émilie. Une femme a été agressée par son conjoint. 89. Vous avez les deux? Allô? Oui. Je vous appelle pour vous rendre compte en urgence. Il y a un homme qui a donné des coups de couteau à sa femme, des coups de fourchette, il l'a étranglé, il lui a porté des coups de poing, ils sont partout dans l'appartement. D'accord, mais les plaies, elles sont où? Vous savez pas pour l'instant? Les plaies sont au niveau du visage et dans le dos. D'accord, on n'est pas sur... Émilie, 41 ans, ex-capitaine de police, au parquet depuis 2 ans, s'assure à distance que la scène de crime est bien exploitée. Il y avait des traces de sang déjà au sol? Ah oui, il y en a sur tout le cheminement quasiment de la rue, enfin sur la porte. Ah oui, d'accord. Il y a un cheminement qui se fait jusqu'à l'appart. Ok, donc ça aussi sur album photographique, il faut que tout de suite on soit saisi, je dirais, de l'ambiance et du contexte. Ouais. L'année dernière, en Seine-Saint-Denis, 4 femmes ont été tuées par leur conjoint. 900 dossiers de violences conjugales ont été traités par le tribunal. Le ministère de la Justice a demandé à tous les parquets de France de faire des violences faites aux femmes une priorité. Dès le lendemain, Émilie rend compte à la procureure en personne des avancées de l'enquête. Je suis en retard, bonjour, parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Bah oui, comme tout. Bah oui. Bon, ça arrive. On a une victime qui s'en sort très très bien. Au regard du premier certificat descriptif qui a été fait par les urgences, elle a reçu 2 coups de couteau au niveau de l'abdomen, de l'épaule. Il y a des plaies profondes à cet endroit-là, mais également au niveau de la tête, au niveau de l'arcade sourcilière. Donc elle aurait reçu des coups de fourchette, des jets d'assiette, ainsi que des coups avec une poêle en fonte. Beaucoup de sang ont été retrouvés au sol. Elle a réussi à s'enfuir et à donner l'alerte. J'ai vu qu'il avait essayé de l'étrangler. Oui, il y a aussi étranglement et coup de poing. C'est les premières déclarations de la victime qui est sortie en état de terreur. Et il y a des antécédents? Oui, 10 mentions sur son casier judiciaire. Ah oui? Ouais. Pour des faits de vol aggravé. Ah ouais, pas des faits de violence. Elle avait déjà déposé plainte? Non, rien. Voilà. Il y a des enfants? Non. Donc il n'y avait pas d'enfants présents? Non, c'est une des premières questions que j'ai posées. D'accord. Et le lien conjugal est établi, ils vivaient ensemble. Voilà. D'accord. L'homme, a priori extrêmement violent, est amené pour être présenté à Émilie. En garde à vue depuis 24 heures. Il refuse de s'exprimer devant les policiers. Alors. Monsieur, ça va être bien clair. Moi, je suis pour qu'on vous désentrave. S'il se passe quoi que ce soit, ça sera
circonstancié dans un procès verbal et ça va très mal se passer. Je connais pas mon dossier, je connais rien. Asseyez-vous, monsieur. C'est ça que je vous dis. Voilà. Asseyez-vous. Moi, j'ai préféré vous voir plutôt que vous voir derrière un écran, voyez? Donc là, vous allez vous asseoir. Je connais même pas mon dossier. L'enquêteur va rester. Écoutez-moi, monsieur, l'enquêteur va rester là. OK? Vous êtes placé en garde à vue depuis hier, 11h55, dans les locaux du commissariat de Saint-Ouen. Pour des faits extrêmement graves, monsieur. Tentative d'homicide conjugal. C'est un crime? Vous comprenez pas? Monsieur, si. Monsieur, J'ai pas eu d'avocat, madame. je vais noter ça. J'ai pas eu d'avocat, j'ai pas eu de... OK? Ma garde à vue se passe mal? C'est ça que vous voulez que je note? Regarde, ça passe mal. D'accord. Je pense qu'en fait, il y a un gros problème dans cette affaire. C'est que vous vous expliquez pas, monsieur. On a essayé à plusieurs fois de vous entendre. Il se passe des choses, là, quand même, à votre rencontre. Donc là, moi, j'ai pas d'audition de vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous expliquer sur les faits? Allez, allez. Je vais vous laisser sortir. Je vais vous laisser sortir, s'il vous plaît. Émilie décide de prolonger la garde à vue, mais l'homme ne livrera pas plus d'explications. 24 heures plus tard, il sera mis en examen pour tentative de meurtre conjugal et placé en détention provisoire. À Bobigny, la justice ne se veut pas que répressive, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Vous allez venir et vous allez vous asseoir sur la chaise là-bas, à côté du fauteuil roulant. Cet adolescent, que nous appellerons Jordan, 14 ans, doit être jugé pour une série de vols avec une bande de copains. Parce qu'il est mineur, ce n'est pas un substitut qui va le recevoir, mais Gilles, éducateur spécialisé, 25 ans de métier au tribunal pour enfants. Monsieur, je sors d'ici quelle heure, normalement? Vous sortez d'ici quand le juge le décide. Gilles doit tenter de cerner l'adolescent pour aider les magistrats à prendre la meilleure décision. Tout faire pour ne pas y revenir. Actuellement, vous n'avez plus d'école. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis viré mon collègue. Alors, quand vous dites que je me suis fait virer, il y a eu un conseil de discipline? Ouais. Et alors, pourquoi? Avec une surveillante. Ah, c'est avec une surveillante, c'est pas avec un autre élève? Non. Et alors, vous avez frappé la surveillante? Non. Vous l'avez insulté? Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Vous l'avez bousculé? Non, je l'ai pas touché, la surveillante. Ça fait 2 mois que vous faites plus rien. Comment vous vivez ça? Comment? Je suis chez moi. Ouais. Je réfléchis. Ouais. Et alors, ça donne quoi, vos réflexions? Vous dites, il faut que je sorte de ce mauvais pas, c'est pas normal que j'aille pas à l'école à mon âge. C'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Vous avez envie d'y retourner? Ouais. C'est votre choix? Ouais. Monsieur, vous êtes avocat? Je vous ai dit dès le début, je suis éducateur au ministère de la Justice. Voilà. On parle de tout à la maison? Oui. De quoi on parle? À la maison? Ouais. Je sais pas. Bah, moi non plus, j'habite pas chez vous. Bizarre, monsieur, les questions que vous me posez, je dis pas, vous téléphone à vous. Vous parlez de ce qui s'est passé, pas à l'école, puisque vous y allez. C'est normal, j'arrive pas à expliquer ce que vous êtes en train de me demander, j'arrive pas, c'est normal. C'est normal. Ce que je pense, c'est qu'il faut que madame la juge demande à un service éducatif de vous aider. D'accord? Non, pas d'éducateur. Ah, c'est pas vous qui allez décider. Quand on joue avec la loi, à un moment, il y a des choses qui vont s'imposer à vous. Mais on comprend bien que vous n'avez pas envie, mais c'est madame la juge qui va le décider. C'est monsieur le procureur qui a demandé à madame la juge et c'est elle qui va décider. Peut-être elle va décider que c'est pas nécessaire, mais si elle le décide, il y aura des éducateurs pour s'occuper de vous et jusqu'au jugement. Vous avez d'autres questions à me poser? Non. C'est bon? Je vous remercie. Après cet entretien d'une trentaine de minutes,
Gilles va rédiger un rapport dans lequel il va préconiser une remise en liberté, mais très surveillée. C'est la première fois qu'on le voit, mais je l'ai trouvé un peu à l'aise, et puis un peu rétif quand même. Il a du mal à se livrer, et il est très sur la défensive. Quand on va vouloir lui remettre un cadre, ça le gêne aux entournures. Jordan, qui nie les vols, tenez-vous comme il faut, est immédiatement présenté à un juge des enfants. Ça va? Une audience en présence de sa mère et d'une avocate commise d'office. D'accord, madame, elle dit juge des enfants à Bobigny. La rencontre à huis clos Non, non. va durer une dizaine de minutes. C'est parti, on s'arrête plus. À sa sortie, Jordan est mis en examen pour vol en réunion, mais laissé libre. La juge a décidé de suivre les recommandations de Gilles et de privilégier une approche éducative. Ce jeune, il est en liberté, mais il est sous la surveillance de la justice. Et donc, il doit répondre aux convocations. Et l'idée fondamentale, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'au jour du jugement avec des éléments positifs à produire. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelle garde à vue. Deuxièmement, je pense qu'il a intérêt à moins fréquenter les copains qui étaient dans cette affaire. 3, c'est qu'il comprenne le sens aussi de l'interdit. Avec 3000 dossiers traités en 2019, le parquet des mineurs de Bobigny est le plus important de France. En Seine-Saint-Denis, 1 jeune sur 2 qui comparaît pour la première fois ne remettrait plus les pieds au tribunal pour enfants. Julie Ravenne, 37 ans, est juge au tribunal pour enfants de Nanterre. Ce matin, elle va décider du sort de jeunes prévenus dans 10 affaires différentes. Bonjour. Les audiences se déroulent à huis clos pour protéger les mineurs. Une intimité que notre caméra a pu exceptionnellement rompre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Entourée de ses 2 assesseurs, Julie Ravenne s'attaque au premier dossier, celui de Jordan. Bonjour monsieur. Le jeune homme a déjà été condamné 5 fois pour vol, recel et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, il comparaît pour avoir dérobé un sac à main, un vol avec violence, commis quand il avait 17 ans. Les policiers en patrouille ont vu une femme en état de stress. Elle dit qu'un auteur, qu'un des individus l'a aveuglée avec un sac poubelle noir qui a été placé donc sur son visage. Elle a senti un coup de pied à la jambe droite, ce qui l'a fait chuter face contre terre. Elle a vu alors environ 4 individus prendre la fuite, dont un qui était porteur de son sac à main. Et elle reconnaît effectivement que le téléphone qui a été retrouvé sur vous, monsieur, est bien le sien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ces faits? Que j'ai fait une grande bêtise et que j'aurais jamais dû accepter de faire le guet. Jordan prétend n'avoir joué qu'un rôle de guetteur. Il serait resté à l'écart en observant la scène. Il y en a un qui l'a, avec les sacs poubelles que j'avais, il a caché ses yeux et il l'a balayé. Et pendant qu'il a balayé, l'autre a pris son sac et on est parti en courant. Et à quel moment ont été portés les coups de pied du coup? Juste avant qu'il ait arraché son sac. D'accord. C'est vous qui étiez en possession des sacs poubelles? D'accord, ok. Pourquoi vous êtes avec des sacs poubelles sur vous? Comme ça, j'en avais. Mais quelle est l'utilité de sortir avec des sacs poubelles sur soi? À quoi ça sert? C'est pas des vrais sacs poubelles, c'est des tout petits en fait. Mais ça sert à quoi? Ça, c'était pour des bonbons. Pour des bonbons? On est loin des bonbons là. Bon. Vous pensez qu'elle a ressenti quoi, cette personne, ensuite? Elle a dû être traumatisée. Et à votre avis, c'est quoi les conséquences sur sa vie de tous les jours ensuite? D'avoir peur de sortir chez elle. De se promener dans la rue, d'aller quelque part, de faire un trajet dehors seul. Vous avez conscience de ça? Puis encore une fois, c'est des faits d'une extrême violence. C'est pas juste
C'est pas juste le fait d'arracher un sac à main. Alors effectivement, vous dites que votre rôle était plus extérieur. Pour autant, vous êtes resté là, monsieur, et vous n'avez rien fait. On prend le dossier. Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis. Malgré le sermon de la juge, Jordan ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Son éducateur, qui le suit depuis ses premiers délits il y a 2 ans, tente de lui remettre les pieds sur terre. Elle n'a pas l'air très contente, la juge. Pourquoi elle serait contente? Je sais pas. Il y a une femme qui a été agressée, un sac plastique sur la tête. Non, mais on dirait que ça n'allait pas très bien se passer. Je le sens pas très bien. Ben, comment tu aurais voulu qu'elle soit? Qu'elle te fasse la bise, qu'elle te... Non. Je sais pas, qu'elle te dise quoi, que c'est bien ce que t'as fait, c'est quoi? T'es une victime derrière, hein, c'est pas rien. Hein. Jusqu'à présent, Jordan n'a été condamné qu'à des travaux d'intérêt général. C'est la première fois qu'il encourt une peine de prison. C'est pas facile. C'est compliqué. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi pourquoi tu as fait tout ça jusqu'à maintenant? C'est peut-être on aime l'adrénaline, on aime faire ça. Et aussi moyen de se faire remarquer par les gens, être là, être présent. Moyen de gagner un peu d'argent aussi? Oui, après il y a toujours l'idée de l'argent. Avoir un peu d'argent dans sa poche, on va pas refuser. Après 30 minutes de délibéré, la juge rend sa décision. Donc monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de vol avec violence. Le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 12 mois. 6 mois de prison avec sursis, le double des réquisitions. Jordan, 19 ans, aujourd'hui sans emploi, doit également trouver du travail ou une formation. Sinon, ce sera l'incarcération. Voilà monsieur, vous pouvez y aller. Merci. Au revoir monsieur. Chaque année, ils sont 600 à comparaître devant le tribunal pour enfants de Nanterre. En moyenne, les mises en cause ont 16 ans au moment des faits. En France, la justice pénale s'applique dès l'âge de 13 ans. Le rôle des juges des enfants n'est pas uniquement de sanctionner, mais de faire prendre conscience à ces jeunes de la gravité des faits. Une justice éducative, rendue ici uniquement par des femmes. 9 magistrates qui gèrent plus de 3000 dossiers par an. Ce sont les procureurs qui décident des éventuelles poursuites judiciaires. L'école fait état de dénonciation de contraintes ou pas? Stéphanie Gian, 38 ans, est de permanence ce jour-là. Et dans le cadre de son expertise, la mineure ne faisait pas état de contraintes non plus. Au téléphone, un policier d'un commissariat du département. Un collège lui a signalé une suspicion de viol sur une de ses élèves. Il veut connaître les suites à donner à cette affaire. Mais le viol n'est pas du tout caractérisé, là. Ils ont le même âge, elle vous dit qu'il n'y a jamais eu de contrainte ni de violence, qu'elle était consentante. Bon, vous pouvez transmettre en vue d'un classement et d'une évaluation sociale. Autrement dit, le collégien ne sera pas poursuivi par la justice. D'accord. Chaque jour, la procureure reçoit en moyenne une trentaine d'appels de commissariat concernant des mineurs. Quand les faits sont graves, elle place les jeunes en garde à vue pour 48 heures maximum, comme pour les adultes. Bonjour. C'était le cas la veille pour 3 adolescents âgés de 15 à 16 ans. Ils sont soupçonnés de vol à l'arraché sur une vieille dame qui est tombée sous le choc. La procureure va leur parler par visioconférence. Bonjour monsieur, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes devant moi parce que j'envisage de prolonger votre garde à vue car l'enquête n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée à 16h15. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroule la garde à vue jusqu'à présent? Bien. Vous vous êtes alimenté? Non. Pourquoi? J'aime pas. Vous n'avez rien mangé depuis hier 16h15? Ouais. Bon, puisque je prolonge votre garde à vue, je vous conseille de vous alimenter parce que ça va faire un petit peu long, hein, 1 jour et demi, 2 jours sans manger. On va pas vous forcer à manger, mais c'est dans votre intérêt. Les mises en cause passent à tour de rôle devant le procureur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la prolongation que j'envisage?
Est-ce qu'après que ça soit prolongé, est-ce qu'elle se sortira? Alors moi, ce que j'envisage en l'état, c'est que après la prolongation, vous soyez déféré au tribunal. Parce qu'il vous est reproché des faits assez violents. Donc je souhaiterais que vous soyez déféré devant un juge pour enfants. À Nanterre, un mineur sur 4 poursuivi par un juge des enfants est déféré. Il comparaît immédiatement après sa garde à vue devant le juge, risque des poursuites pénales et même l'incarcération sur le champ. Au revoir, monsieur. Stéphanie Dian s'entretient maintenant avec la juge devant laquelle les 3 jeunes comparaîtront le lendemain. Oui, la permanence. Je viens de le prolonger. Je viens de vous laisser un message sur ouais. Ne l'écoutez pas, du coup, il va être très mal. Ils ont agressé une vieille dame. Ça va pas. Oui, on sait quel âge elle a, la dame. Okay, merci. À tout de suite. Oui, on sait, mais je ne l'ai pas noté. La victime, âgée de 80 ans, a été hospitalisée. Elle souffre de plusieurs fractures. Reconnaît et il indique qu'il s'était concerté, que les 2 autres ont fait le guet pendant que lui allait arracher le sac à la victime et ensuite ils sont partis en courant, ils allaient partager le butin. La juge connaît bien l'un des 3 jeunes, Arnaud, 16 ans. Elle l'a déjà mis en examen 2 fois pour le même type de délit. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines seulement. Des violences sur une personne âgée. C'est quand même un souci. Je m'interroge quand même sur sa personnalité, parfois sur des personnes, tu vois, sur des personnes âgées. C'est un gamin, on a l'impression il est complètement un peu en décalage avec la réalité. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai que ça. Si j'ai d'autres choses, je préviendrai. La juge pourrait décider de le placer en détention provisoire. Il est parfait. Il est rapide. Le lendemain, la mère de l'adolescent attend son fils devant le bureau de la juge avant sa comparution. Agent d'entretien, elle l'élève seule. Elle sait qu'il risque la prison et elle le souhaiterait presque. Comment vous vous sentez ? Très mal. Pourtant j'ai l'habitude, mais à chaque fois je suis pas bien. Je dis moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Qu'il soit vraiment puni pour quelque chose. Je vous dis franchement, s'il est emprisonné, c'est bien fait pour lui. Je vous dis, j'en peux plus. Il devrait faire comme en Amérique, les prisons pour les adolescents, là. À je sais pas quelle heure du matin, debout, et puis hop. C'est difficile pour une maman aussi de vivre tout ça. Ah oui. Parce que je comprends pas ce qu'il a dans la tête. Je vous dis, quand je peux lui donner de l'argent, je lui donne. C'est pas quelqu'un de malheureux, quoi. C'est... Plus qu'on leur en donne, plus qu'ils en veulent. Et puis là, il y a un peu une escalade aussi dans la violence. Bah ouais, parce que... Pareil, je comprends pas, il a jamais été agressif. Et depuis quelque temps, parce qu'il a bon cœur. Tout seul, on fait ce qu'on veut de lui. Mais dès qu'il est en bande, ils veulent se faire montrer. C'est moi le caïd, et puis voilà. Nous n'avons pas pu assister à l'audience. 1 heure plus tard, Arnaud est mis en examen. Il repart menotté pour le quartier mineur de la prison de Nanterre. Il est placé en détention provisoire. À Nanterre, comme partout en France, les juges des enfants ont aussi une autre mission. Ils consacrent 70% de leur temps à l'assistance éducative. Un accompagnement de familles cabossées, de parents désunis, de foyers où la violence perturbe l'équilibre des enfants. Ce matin, la juge Delphine Blot reçoit le petit Tom, 6 ans, et ses parents. Voilà, pour la situation de... S'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. L'enfant vit en garde alternée chez ses parents divorcés. D'accord.
C'est la mère qui a saisi la juge il y a 2 ans, inquiète des conditions de vie de son fils chez le père. Alors, vu son jeune âge, il a le droit de jouer dans son coin s'il veut, hein, c'est pas un souci. Une enquête sociale a confirmé que le conflit parental perturbait l'enfant. La juge a nommé une éducatrice, ici en rouge, pour suivre le bon développement de Tom et conseiller ses parents. 2 fois par an, ils sont convoqués au tribunal pour faire le point. Alors, je rappelle qu'à la base, cette mesure avait été ordonnée surtout en raison du conflit parental assez massif, assez important, qui pouvait impacter effectivement de façon assez importante. Étant précisé que c'est ajouté aussi à tout ça une affaire de violence pour laquelle vous avez été condamné, où madame, je crois, faisait partie des victimes et auxquelles avait assisté. Donc tout ça faisait qu'effectivement, il y avait des grosses inquiétudes sur l'évolution de ce petit garçon. Alors étant précisé aussi que chacun des parents, alors c'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'il y a des liens d'attachement très forts entre... Bon, ok, ça a le mérite de la spontanéité. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais peur de papa? C'est le cas? Bon. On peut dire qu'il y a des choses à dire, monsieur, là, parce que j'ai l'impression que... Bon, on va justement, monsieur... Il est formaté par la mère pour dire ce que la mère veut. Vous voyez, ce sont des propos, il n'y a que chez la mère qu'il a pu entendre dire cela. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là, où le petit, il y a une aliénation parentale qui est en train de se mettre en place contre moi. Alors après, monsieur, on n'est pas psy, parce que pour parler d'aliénation parentale, c'est un mot fort, c'est d'ordre pédopsychiatrique. On peut peut-être éviter de cristalliser, on va dire, les difficultés à cette audience, puisque là, bon, l'intérêt, justement, c'est que moi, je constate que la situation, pour le coup, n'a pas beaucoup avancé depuis quelque temps. La mère, médecin de profession, prétend également qu'à chaque fois qu'elle récupère l'enfant après un séjour chez le père, il a des bleus ou des cicatrices. Elle accuse son ex-mari de négligence. Sur les éléments, on va dire, plus récents. Pour la cicatrice, il a été la grande cicatrice laissée seule dans un jardin public où visiblement son père ne le surveillait pas du tout et il est tombé dans un trou. Bon, alors monsieur, est-ce que vous souhaitez à ce stade répondre si possible en restant calme? Très factuellement, oui, très calme, très factuel. Voilà, donc, mon fils est complètement couvert de bleu, il est cicatrisé de partout. Voilà, donc c'est vachement compliqué dans un contexte de déformation professionnelle de mon ex-épouse qui est médecin, qui voit les maladies partout. J'ai vécu avec elle et je le sais. Il y a une cicatrice de 4 cm qui n'a pas ses nécessités de suturation. Il n'y a jamais eu d'enfant abandonné dans un parc qui est tombé dans un trou. Comme tous les enfants, ils jouent, ils courent. Tous les enfants de son âge se font de petits bobos, c'est de la bobologie. J'ai l'habitude. C'est pas la première fois que tu produis des choses pareilles. Vous niez, voilà, madame reste inquiète. En tout cas, objectivement, ça permet de constater que le conflit, il reste important. Et surtout, oui, il va falloir qu'il puisse grandir avec des parents qui s'entendent un peu mieux, parce que sinon, ça risque, monsieur, de vraiment entraîner des grosses inquiétudes pour si ça continue comme ça, dans son développement. Parfois, ce genre de petits garçons qui continuent à grandir, qui arrivent à l'adolescence, ça peut arriver qu'ils aillent vraiment très mal, qu'ils fassent un rejet total de la famille, qu'ils deviennent complètement révoltés, puis qu'ils tombent dans des conduites. Ça, on le voit parfois, effectivement. Donc, il y a un vrai danger, je pense, sur un plan psychologique. Mettre en place un suivi éducatif le plus tôt possible pour éviter qu'à l'adolescence, le jeune ne sombre dans les difficultés. Tu viendras jouer? Le pari n'est pas toujours gagné. D'accord. Bon, je vous tiens au courant, messieurs, dames. À bientôt. Johan, 16 ans, est en décrochage scolaire. Après des problèmes de violence à la maison, il a fait l'objet d'un signalement des services sociaux il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par une juge en assistance éducative. Mais ce matin, c'est dans le cadre pénal qu'il est convoqué après un recel de scooter. C'est la 2e fois en moins d'1 an qu'il est poursuivi pour un délit. Un peu stressé. Alors, par rapport à la juge, parce que la juge, elle me connaît bien et ça faisait longtemps qu'elle ne m'a pas vu. Parce que moi, je faisais comme je l'ai dit, je vous ai dit, moi, je fais plus de bêtises, c'est fini. Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut se passer? Je sais pas, la prison. Parce que l'année dernière, quand j'étais déféré, il y avait une juge. Elle m'a dit, la prochaine fois que je te revois, je te mets en prison. Elle fait, je vais te mettre des grosses peines, elle fait, toi, je t'aime pas, et ça. Voilà.
Assisté de l'avocate de permanence, Johan se présente devant la juge qui doit lui notifier sa mise en examen. C'est parfait. Je te laisse t'asseoir. Le papa est là, j'ai cru voir. Voilà, monsieur, bonjour. Je vous laisse vous asseoir à côté de votre fils, s'il vous plaît. Donc, je suis bien contente de vous voir, monsieur, parce que ça fait longtemps que je vois en audience. Et c'est vrai que j'avais pas pu vous voir jusqu'ici, ou peut-être tout au début. Donc, c'est très bien d'être venu aujourd'hui. Ça va permettre qu'on fasse ensemble un point sur la situation de votre fils. La juge interroge Johan. Le jeune homme prétend avoir simplement garé un scooter pour le compte d'un ami, en ignorant qu'il était volé. La même défense que pour son précédent délit. Donc on a un peu l'impression qu'à nouveau, c'est un jeune probablement majeur qui te demande de faire un peu le sale boulot pour lui. Et résultat, c'est toi qui te fais attraper et c'est pas lui. On a l'impression que c'est assez récurrent quand même, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête à un moment donné ? Parce que là, ça refait une procédure pénale. Comment faire pour que tu sois capable, à un moment donné, de dire non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça, etc. Je pense que si je retrouverais une école, plus loin, on va dire. Pardon ? On va dire si je retrouverais une école un peu plus loin de chez moi. Un peu plus loin, alors c'est toujours la question. Comme ça, je reviendrai tard, comme ça, je croise personne de ma vie. Ouais, ok. Bon, donc j'en conclus que ton souhait, c'est toujours un peu d'être éloigné de ce quartier. Ton quartier. Bon. Mais là, il va falloir sérieusement que les procédures pénales s'arrêtent. Parce qu'une prochaine fois, le procureur, ça sera un déferment, ça sera un contrôle judiciaire, ça pourra même être de la détention provisoire si ça continue. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de dossiers. Voilà, je vais te demander une signature, s'il te plaît, en bas de chaque page. Il faut que tu signes recto verso. Aujourd'hui, pas de détention provisoire. Johan doit seulement signer son procès-verbal de mise en examen. Rappel à la loi, travail d'intérêt général ou stage de citoyenneté. Pour les faits commis, il ne risque qu'une mesure éducative. Voilà, je vous laisse y aller. Au revoir. Johan sera jugé une semaine plus tard par Delphine Blot dans ce même cabinet. Au revoir, monsieur. Les mineurs ne comparaissent dans une salle d'audience que pour les affaires les plus graves. Un tiers des cas. Un moment solennel, comme pour les adultes, afin de créer un électrochoc chez ces jeunes en perte de repère. Ce matin, c'est la présidente du tribunal pour enfants, Béatrice Baudimont, qui dirige l'audience. Merci. Merci. Sur les 10 dossiers du jour, la moitié concerne du trafic de stupéfiants. Alors, l'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Matteo, 16 ans au moment des faits, comparaît pour la première fois. Bonjour monsieur. Il est accompagné de son père, commerçant, et de sa mère, auto-entrepreneur. C'est elle qui l'a dénoncé auprès des policiers. C'est votre mère qui s'est présentée au commissariat en indiquant que dans votre chambre, elle avait remarqué une boîte dans laquelle elle avait trouvé de la matière brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, ainsi que des billets de banque. Et que donc elle amenait tout ça à la police puisqu'elle ne voulait pas cautionner ce comportement. Pour financer sa consommation, Matteo se serait mis à dealer. Il aurait acheté 400 € de cannabis pour le revendre. Depuis combien de temps ça a duré, ce trafic ? Ça a duré 4-5 mois. 4-5 mois au total ? Oui. Et vous pensiez que si votre mère n'avait pas fait cette démarche d'alerter la police et de demander de l'aide, en fait, qu'il y ait un coup d'arrêt, ça aurait pu continuer combien de temps ? Franchement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, mais à mon avis, dans l'optique dans laquelle j'étais à ce moment-là, à mon avis, j'aurais pas moi-même de ma propre... j'aurais pas arrêté comme ça, en fait. Heureusement que ma mère, elle est partie au commissariat pour pouvoir m'aider. Bon, alors on va demander donc aux parents et puis à tous les professionnels qui accompagnent le jeune homme de s'approcher, s'il vous plaît. Pour comprendre comment il a sombré dans le trafic, la juge se penche maintenant sur son contexte familial. Elle entend son père. Le petit a dévié, il avait 13-14 ans, bon, il prenait sa trottinette, il me disait « Papa, je suis à l'école ». Puis finalement, il n'était pas à l'école. Sans que je m'en aperçoive, le soir, il me disait « Papa, je vais aller dormir chez des amis et tout ». Et puis, moi, comme j'avais ma maladie à soigner, je me disais « Bon, oui, d'accord ». Effectivement, il y a eu du laisser-aller, puis j'ai pas, sur le coup, compris ce qui arrivait, en fait.
Depuis son arrestation, Matteo, devenu majeur, a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. La juge veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui de sa consommation de cannabis avant de prononcer la peine. Oui. Vous, tout à l'heure, vous commenciez à dire que vous aviez diminué, c'est-à-dire vous en êtes où par rapport à la consommation, monsieur? Avant, j'étais à 2 grammes par jour. Maintenant, j'en suis à 1 jour, même pas. Oui. J'essaie de diminuer petit à petit. Ça reste beaucoup trop, surtout que vous conduisez dans le cadre professionnel. J'essaie de pas du tout fumer parce que je conduis. D'accord. Le trafic de stupéfiants est puni au maximum de 10 ans d'emprisonnement. Mais pour tous les délits, les peines sont divisées de moitié quand il s'agit de mineurs. Dans l'attente du délibéré, Matteo semble avoir pris conscience de ses actes. Ça me remet en cause. Je sais que je fais des conneries, voilà, maintenant je dois les assumer. C'est tout. Avant, je travaillais pas. C'est n'importe quoi. Pourtant, j'ai un travail, tout ça. Les éducateurs qui sont là pour nous aider, ça va, tout se passe bien. On va dire que c'était une erreur de jeunesse. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Faut rebondir maintenant. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des infractions et prononce la peine de 2 mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 18 mois. Pendant cette période, aucun écart ne sera toléré. Vous pourriez voir ce sursis mis à l'épreuve révoqué et donc être envoyé pour 2 mois en prison. D'accord? Donc c'est sérieux. D'accord? Est-ce que tout est clair, monsieur? Tout est clair. Très bien. Alors, vous allez pouvoir reprendre vos pièces justificatives. Cette condamnation, le père de Matteo la vit un peu comme si c'était la sienne. On a l'impression d'avoir été coupable du fait qu'il soit ici. D'avoir peut-être, oui, loupé quelque chose, un passage dans notre vie, en fait. On a peut-être pris un mauvais virage. Comme Matteo, 65% des jeunes condamnés ne récidivent jamais. Depuis 2010, la délinquance des mineurs est en légère diminution. Bonjour monsieur. Allez, asseyez-vous. Bon, moi je suis le juge de l'application des peines. Je vous reçois puisqu'il y a eu une condamnation du 21 décembre à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour avoir conduit alors que vous aviez plus de points sur le permis. D'accord? La liberté de ce jeune homme ne tient qu'à un fil. Condamné à 2 mois de prison ferme, il va tenter d'échapper à l'incarcération. C'est sa première rencontre avec Cécile Dangle, juge d'application des peines au tribunal de Lille. Bon, je vais vous poser des questions pour faire un peu connaissance. Alors, sur le casier judiciaire, on a des condamnations, on en a 7. Alors, ça peut être des vols, ça peut être de l'usage de stupéfiants, ça peut être du trafic, ça peut être de la conduite sans permis, ça peut être de l'outrage. On a plusieurs choses et de manière assez régulière dans votre parcours. C'est une période. Alors, c'est une période qui dure un peu quand même. Donc... C'était une période où j'étais avec une mauvaise fille, avec des mauvais garçons, avec des mauvaises fréquentations. Et voilà, j'étais un peu paumé. Je faisais plus la différence entre le bien et le mal, en fait. Et c'est depuis que j'ai connu la prison que je me suis calmé. Et là, j'ai vu dans ce rapport-là que vous avez commencé très tôt, finalement, les drogues. Ouais. Cocaïne et cannabis, à peu près vers l'âge de 12 ans? Non, pas la coque. Non, pas la cocaïne. Et la cocaïne, vers quel âge alors? J'avais commencé la cocaïne, j'avais peut-être 14-15 ans quand je commençais à sortir en boîte. Ah oui, quand même. Et après tout ça, c'est du passé. Oui, mais... Non, ce que je comprends pas, c'est que vous jugez beaucoup les gens sur le passé, en fait. Le condamné doit convaincre la juge que sa mauvaise vie est derrière lui. C'est comme ça. Chacun de ses dires sera vérifié. Maintenant, j'ai les preuves qui... Donc aujourd'hui, vous dites maintenant que vous avez envie, envie d'autre chose, envie d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer justement d'aller de l'avant? Je travaille, je fais beaucoup d'intérim, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Dans quel domaine vous travaillez Je alors? prends tout ce qui est le déménagement, le bâtiment, tout ce qui me propose que je le prends. Avant de venir, vous vous êtes sûrement posé des questions sur cette peine de 2 mois. Vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous aviez envie de me dire ou de demander sur cette peine? Sincèrement, j'ai pas le droit je peux pas me choisir moi-même ce que je voudrais, quoi. En fait, c'est pas moi qui demande, hein. Moi, je demande rien. Non, bah, donc c'est quand même à vous. C'est moi qui choisirai en définitive. C'est bien moi qui déciderai. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez adapté à votre situation. Qu'est-ce qui aiderait à poursuivre l'évolution? Quelque chose que je peux me rendre à mon travail si j'ai une mission à faire ou si j'ai un contrat.
Donc si c'est le placement en bracelet électronique, ce serait super. Ok. Donc vous, c'est ça votre demande. La prochaine fois, on se reverra dans ce bureau. Je vais même vous donner la date tout de suite, comme ça, c'est fait. Ouais. Si vous venez pas, je peux rien faire, c'est terminé. Ça part en exécution, hein. Ok? Je vous raccompagne. La moitié des condamnés que rencontre Cécile d'Angle demande un bracelet électronique. Le jeune homme saura dans un mois si la juge lui accorde ou non. En France, toutes les peines de prison ferme inférieures à 2 ans peuvent être aménagées. La prison est alors remplacée par un bracelet électronique, un travail d'intérêt général ou le paiement d'une amende. C'est un moyen de contenir la surpopulation carcérale, mais surtout d'aider les condamnés à sortir de la délinquance et donc de prévenir la récidive. Dans 3 affaires sur 4, les personnes reconnues coupables ne sont pas envoyées directement en prison à l'audience. Leur dossier arrive alors entre les mains des juges d'application des peines. Pendant plusieurs semaines, au tribunal de Lille, nous avons suivi leur travail. Dans la magistrature, on dit que ce sont les juges qui ont le plus de pouvoir, priver ou non quelqu'un de sa liberté. Pour ce jeune père de famille, c'est un jour crucial. 1 mois plus tôt, il a demandé à Cécile d'Angle d'être placée sous bracelet électronique. C'est aujourd'hui que la juge donne sa réponse. Monsieur, avec son interprète, avancez-vous. Condamné à 4 mois de prison ferme pour le vol d'un ordinateur dans une voiture. Bonjour monsieur, installez-vous. Cet homme qui a déjà été incarcéré dans le passé est très inquiet, car il n'a pas pu tenir l'un des engagements que la juge lui avait demandé, l'obtention d'un emploi. Vous êtes stressé aujourd'hui, hein? Quand on avait parlé la dernière fois, vous avez dit que c'était plus positif votre dossier, mais quand même vous êtes stressé. Ouais. Je suis peur d'être présent au commissariat. Très bien, je sais pas. Donc moi, ce que je savais, c'est que vous êtes avec votre femme ici en France, que vous avez une petite fille. Un petit garçon. Un petit garçon, 7 mois à peu près, je me souviens. Ouais, c'est ça. Vous étiez perçu comme quelqu'un de sérieux, de volontaire. Et puis là, vous aviez le projet peut-être de travailler? Oui, j'ai signé un contrat CDI, mais il m'a viré avant-hier à cause du travail pour les étudiants. Et moi, j'ai fait une formation en correspondance, je ne suis pas un étudiant universitaire, il m'a viré. D'accord, il préfère prendre des étudiants pour faire ces livraisons-là plutôt que... Ouais, parce qu'un job d'étudiant. Ah, d'accord. Et vous avez d'autres pistes? Vous savez un peu vers quoi chercher? Ouais, j'ai posté plusieurs... Vous avez fait des demandes? Vous avez posté des CV? Bon, donc il y a des démarches qui sont mises en place pour le travail. Ça n'a pas marché la première piste, mais vous ne vous laissez pas abattre. Et au niveau du CAP, vous passiez le CAP coiffure aussi. Vous continuez ça? Oui, c'est toujours ça. Normalement, c'est le fin janvier pour faire un stage pratique. Il n'a plus d'emploi, mais documents à l'appui, il montre qu'il fait des efforts. Il vit dans un cadre familial stable. Vous avez quel âge? La juge va lui laisser une chance. Vous êtes toujours sur l'idée de demander le bracelet électronique? Oui. D'accord. Bon. Donc j'ai vu les documents, moi ça me convient bien. Vous remplissez tout à fait les conditions pour bénéficier de cet aménagement de peine, donc on va le mettre en place. D'accord? Et moi je rajoute une obligation particulière, c'est celle de travailler ou suivre une formation. Donc de continuer à se bouger là-dessus, comme vous avez commencé avec la mission locale, les CV, montrer que vous avez envie d'avancer. Ok? Pas d'autres questions? Non. Eh bien, allez, on y va. Venez avec moi, alors. On va aller au bout du couloir, on va aller voir ma greffière, puis ensuite, je vous laisse repartir. Le bracelet lui sera posé 3 semaines plus tard. Allez-y. Cela coûtera à l'État une quinzaine d'euros par jour, contre près de 100 € s'il avait été en prison. Cécile d'Angle et sa collègue Marianne Ouénier, 48 ans toutes les deux, sont 2 des 8 juges d'application des peines du tribunal de Lille. Cécile est la chef du service. Marianne, elle, a d'abord été avocate avant de devenir magistrate il y a 7 ans. Elles prennent leurs décisions seules, mais parfois elles ont besoin de parler de leur dossier ensemble. Bonjour. Ça fait combien de temps qu'il est sorti, lui? Il est sorti en juillet. Ça fait pas longtemps. Il était en centre de détention. Des juges très exposés,
vite montrées du doigt lorsqu'un condamné qu'elles ont laissé en liberté commet un nouveau délit. J'ai vécu des situations où la personne a récidivé alors qu'elle était en cours de suivi par moi-même, oui. Qu'est-ce que ça laisse? Un peu d'abattement au début, un petit risque de se démobiliser, un petit risque de moins croire les autres après. Donc il faut faire à chaque fois un petit travail sur soi pour se dire attention, c'est pas parce que lui il a échoué, pas parce que lui il a recommencé qu'il faut regarder tous les autres de travers. Donc ça nécessite voilà, de réfléchir un peu à la situation pour la digérer. Puis après, il faut reprendre son travail avec courage. Le travail d'un juge, c'est de décider, c'est de trancher, et on doit le faire. Et ça implique une part de risque. L'objectif, c'est la non-récidive de la personne. Et très très souvent, le fait de ne pas incarcérer cette personne et de trouver d'autres solutions, c'est pas pour faire plaisir à la personne. C'est parce que c'est l'intérêt de la société, puisqu'on sait que de cette manière-là, elle récidivera moins. Donc en fait, l'intérêt de la personne, du juge et de la société se rejoignent. On a tous le même. Selon le ministère de la Justice, un condamné aurait près de 2 fois moins de risques de commettre un nouveau délit lorsqu'il ne purge pas sa peine en prison. Mais les juges peuvent hausser le ton et se montrer intransigeants face à ceux qui font preuve de mauvaise volonté. Ce jour-là, Marianne Ouegnier a convoqué l'un d'entre eux dans son bureau, en présence d'une procureure. Ce quadragénaire, déjà condamné 8 fois, a été reconnu coupable de violation de domicile, dégradation et conduite sans permis. Il a demandé un travail d'intérêt général ou un bracelet électronique. C'est aujourd'hui sa dernière chance d'apporter des garanties pour échapper à 5 mois de prison. Vous m'aviez évoqué le projet de la création d'une auto-entreprise. Je vous avais demandé, ce qui paraît logique, des documents sur cette activité, sur votre projet, sur ce que vous alliez faire. On vous avait donné une liste de pièces à communiquer. Et, sauf erreur, moi, je n'ai rien reçu. Oui, non, j'ai rien envoyé parce que mes projets ont changé, tout simplement. D'accord. Et c'est quoi votre projet aujourd'hui? Je suis en train de monter une association pour essayer de monter une SCI, pour acheter un bien immobilier, pour pouvoir le rénover, ceux qui me donnent du travail. D'accord. Vous vivez de quoi, là, actuellement? Le RSA. Du RSA. Depuis qu'on s'est vu en juillet, est-ce que vous avez travaillé? Non. Non. Est-ce que vous êtes inscrit à Pôle emploi? Est-ce que vous êtes inscrit dans les agences d'intérim? Est-ce que, pour parler clair, monsieur, est-ce que vous vous êtes bougé? Je me suis inscrit en début d'année en agence intérim. J'ai travaillé une semaine ou deux. Là, je vois que vous êtes venu sans aucun document. Qu'est-ce que vous avez comme document pour montrer qu'effectivement vous faites des choses, que votre projet est avancé, qu'il y a quelque chose de tangible? En document, j'ai rien du tout. Vous n'avez rien? Non. Vous avez conscience aujourd'hui que vous êtes susceptible d'aller 5 mois en prison? Parce que vous ne donnez pas le sentiment d'en avoir bien pris conscience. Si, tout à fait, oui, bien sûr. Vous n'avez jamais été incarcéré? Non. Vous savez comment ça se passe? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, l'impression que vous donnez, c'est de ne pas comprendre que l'aménagement de peine, même si on est sur un quantum qui peut être aménagé, que c'est pas un droit acquis, que c'est pas automatique. Oui, bien sûr. Vous me dites bien sûr, mais... Ah oui, ok. Alors, on va entendre Madame le procureur sur vos demandes et ensuite, vous aurez la parole. Madame le procureur. Oui, Madame le juge, moi aujourd'hui, je ne peux évidemment n'émettre qu'un avis défavorable, monsieur, à votre demande d'aménagement de peine. Je précise qu'en 2017, vous avez eu 2 condamnations par ordonnance pénale, monsieur, pour des amendes d'usage de stupéfiants, ce qui aussi, à mon sens, n'est pas dans le sens des démarches d'insertion que nous pourrions espérer. Je pense que cette accumulation de comportements délictueux ne justifie pas que vous bénéficiez d'un quelconque aménagement. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, monsieur? Je trouve que c'est une décision hâtive. Donc c'est pas une décision, c'est l'avis du procureur. La décision, c'est moi qui la prends. C'est un avis hâtif, je trouve, parce que vous laissez pas beaucoup de chance. Pour moi, ça reste des faits. Je pense pas que j'ai tué personne, j'ai blessé personne, j'ai fait mal à personne. C'est plutôt moi que j'ai mis en danger. D'accord. Alors la décision, monsieur, je la rends pas immédiatement. Elle est fixée au 30 janvier prochain. Marianne Ouegnier décidera de rejeter la demande d'aménagement. L'homme sera donc incarcéré. Dans un cas sur 4,
les condamnés n'honorent même pas le premier rendez-vous avec leur juge d'application des peines. La personne est alors arrêtée et directement présentée au parquet en vue d'une incarcération immédiate. Christine Ponce, substitut du procureur, reçoit un homme condamné dans 3 affaires. Port d'armes blanches, recel de vol et fraude. Bonjour. On va vous enlever les menottes. Il aurait pu demander un aménagement de ces 3 peines, mais il n'a répondu à aucune convocation. Les policiers l'ont interpellé par hasard lors d'un contrôle routier. Il n'avait pas le permis. On vous a convoqué pour avoir un aménagement de peine devant le juge d'application des peines à l'adresse qui avait été déclarée. On ne peut pas courir sans cesse. Laissez-moi terminer, monsieur. On ne peut pas courir après les gens sans cesse, d'accord? Donc, vous avez 3 peines à exécuter, monsieur. On va faire le point et je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, ces peines vont être mises à exécution. Prison ferme, oui. c'est ça. Donc, ça fait un total de 13 mois, monsieur. Là, il n'y a vraiment pas de possibilité d'aménager ça. J'ai pris le temps de vous expliquer. Là, vous me dites qu'il n'y a vraiment pas moyen. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, monsieur? Vous comprenez? Oui. Vous pouvez avoir des difficultés personnelles, monsieur. Vous pouvez changer d'adresse. Mais vous ne pouvez pas ne pas donner signe de vie, monsieur. J'avais noté que vous aviez déjà été condamné. Est-ce que vous avez déjà été incarcéré, monsieur? Oui. Ça s'était bien passé? Est-ce qu'il y avait eu des incidents? C'est dur. C'est dur? C'est dur. Madame, je ne vais pas tenir là-bas. Le jeune homme tente une dernière fois d'obtenir la clémence de la magistrate. Mes enfants, je vais faire comment pour les voir? J'ai de très gros problèmes avec mes enfants. J'ai fait tout, j'ai tout fait jusque maintenant pour les récupérer. Là, ils sont placés. Là, dans 10 jours, je passe au tribunal pour récupérer mes enfants. Vous savez la date exacte? Le 26. Je le note. Il faudra écrire au greffe de la maison d'arrêt pour demander à être extrait, pour être présent à l'audience. D'accord? Trop tard pour tenter de négocier. Allez, monsieur, vous pouvez y aller. Le jeune homme est envoyé directement en prison. Madame, s'il vous plaît. Franchement, elle est belle, la France. À Lille, en 2016, sur les 1500 dossiers d'aménagement de peine, environ un tiers a échoué, aboutissant à l'incarcération du condamné. En prison, Cécile Dangle s'y rend 3 fois par mois. Elle intervient aussi auprès des condamnés en fin de peine, pour leur accorder ou non une permission de sortir. Une remise en liberté de quelques jours pour préparer le détenu à sa sortie définitive. La juge est entourée de la directrice du centre de détention, d'un surveillant en chef, d'une psychologue, d'une conseillère d'insertion et de probation et d'une vice-procureure. Tous sont là pour corroborer ou infirmer les dires du détenu et donner leur avis. Cécile Dangle ensuite décidera. Ce quinquagénaire a été condamné pour avoir tué un homme. Un drame sur fond d'alcool. En prison depuis 6 ans, il doit sortir fin 2019. Pour la première fois, il demande une permission de 3 jours. Cécile Dangle va lui demander des gages pour s'assurer que cette sortie ne représente pas un risque pour la société. Comment vous trouvez que vous évoluez en détention, monsieur? Je suis calme. Calme, et puis je réfléchis encore à ce que j'ai fait comme bêtise, quoi. J'ai beaucoup de mal pour la famille du défunt, en fait. Comment vous ferez quand vous sortirez pour réorganiser votre vie? Là, déjà, j'ai l'intention de me marier. Pour reprendre une bonne vie, quoi, en fait, et reprendre mon travail.
Vous avez les visites de votre compagne, hein, vous avez eu des unités de vie familiale. À part la compagne, il y a des liens avec d'autres personnes de votre famille? Maintenant, j'ai mes 2 filles qui viennent me voir. À une période, vous ne souhaitiez pas, je crois, qu'elles viennent. Vous ne vouliez pas qu'elles viennent vous voir? Non. Qu'est-ce qui faisait que vous ne vouliez pas qu'elles viennent? Ça me faisait trop mal, en fait. Le détenu a aussi un emploi au sein de la prison. Au vu de son dossier, la permission de sortir est possible. Mais il reste la question cruciale. La question, c'est cet alcool, cette décharge que vous avez cherchée dans l'alcool et dans l'impulsivité. Comment vous allez gérer ça lorsque vous serez dehors, que ce soit en permission de sortir ou peut-être plus tard en aménagement de peine? De toute façon, l'alcool, pour moi, c'est fini. Ça, c'est... Je veux même plus en entendre parler. Oui, mais vous savez, tous ceux qui ont été alcooliques et qui sont ici en prison après un certain nombre d'années, ils me disent tout ça. Oui, mais l'alcool, dehors, c'est en vente libre. Donc les sollicitations, vous allez en avoir tout le temps. De toute façon, je serai suivi dehors. Après une quinzaine de minutes d'entretien, tous les avis sont favorables. La juge rend sa décision. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on passe à cette étape des permissions de sortir, aller voir un peu dehors comment ça se passe, reprendre pied dans la réalité, voir quel projet vous pourrez faire ou pas sur l'extérieur. D'accord. Alors bien sûr, je ferai un contrôle alcoolémie à chaque retour de permission de sortir. Je vérifierai à chaque fois si vous avez consommé ou pas. D'accord. C'est clair? C'est clair, oui. Allez, je vous laisse repartir. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Le quinquagénaire sortira dès le surlendemain, pour une durée de 3 jours. D'autres détenus présentent des dossiers plus difficiles. Cécile Dangle a déjà refusé plusieurs permissions de sortir à ce multirécidiviste. Il a accepté d'apparaître à visage découvert. Asseyez-vous, monsieur. Condamné à 4 ans et 10 mois de prison, notamment pour vol avec violence, il tente à nouveau sa chance. Mais en détention, il ne fait que multiplier les problèmes. Comment vous comprenez, vous, tous ces incidents? Alors, des téléphones, des injures, du cannabis, enfin voilà, régulièrement. Je sais pas. Mais est-ce que vous comprenez que là, on est dans un truc qui tourne en rond et qu'on s'en sort pas? Je comprends plus c'est plus le temps que je suis ici d'avoir... je prends des rapports, téléphone stup, menaces. Mais je prends des rapports, ça ne tombe pas du ciel. Vous prenez des rapports parce que votre comportement fait problème. Après, donc il y a un problème de comportement, vous prenez un rapport. Comme vous prenez un rapport, moi je vous fais pas confiance. Et alors donc quand vous me demandez quelque chose, je vous dis non. Comment on sort de ça? Je sais pas. Dans quelques mois, vous serez libre. Qu'est-ce que vous ferez de votre vie? Moi je vais travailler, moi. Dès que je sors, je vais travailler. Moi je vais travailler au black. Moi après ça me dérange pas. Moi. Vous me dites que vous êtes quelqu'un qui était bosseur quand vous étiez dehors. Comment ça se fait que ça ne se soit pas vu ici en prison? Je sais pas, c'est pas pareil après. Il y a des travails, ça me plaît pas. Mais non, mais que ça plaise ou que ça plaise pas, ça vous occupe au moins, ça vous fait gagner un peu de sous, ça vous fait payer vos parties civiles. Enfin, c'est tout un processus. Après, je sais pas. Après, je peux m'investir plus, mais si après c'est pour m'investir et toujours pas repasser, venir vous voir, demander une permission, je l'ai pas. Mais l'investissement, regardez ça. vous le faites que par rapport à ma décision ou vous le faites pour vous, pour votre avenir? Je fais pour moi, je fais pour ma famille. Eh bien alors, quelle que soit ma décision, faites-le. Allez, on va écouter les avis des uns et des autres pour la direction. À l'heure actuelle, moi j'ai besoin de pouvoir vous mobiliser, j'ai besoin de voir de la mobilisation dans la durée. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je maintiens mon avis défavorable. Pour le chef? C'est pareil. Vous pouvez pas me dire, vous êtes toujours dans toutes les magouilles, dans les insultes, dans les bagages surveillants, constamment. C'est le déclic qui n'y est pas. Bon. Moi, la décision que je vais prendre, c'est de ne pas être d'accord aujourd'hui avec votre demande de permission de sortir. Je trouve que c'est un peu désolant, parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Moi, ça fait 30 mois que je tourne en rond, madame. Oui, je sais bien, monsieur. C'est vrai que la fin de peine, elle approche, et ce serait dommage qu'on n'arrive pas à enclencher quelque chose. Pour vous, mais aussi pour votre compagne qui vous attend dehors. Non, après, j'ai rien à perdre, madame. Moi, dans 5 mois et demi, je suis dehors. Vous avez tout à gagner, monsieur, à vous engager avec nous. Vous avez tout à gagner à commencer les choses maintenant. Pour vous et pour votre famille. Maintenant, ça vous appartient. Ça vous appartient. Allez, je vous laisse repartir. Au revoir, monsieur.
Sur les 6 demandes examinées ce matin-là, la magistrate accordera 4 permissions de sortir pour 2 refus. Pour le jeune père de famille qui a volé un ordinateur dans une voiture, le jour de la pose du bracelet électronique est arrivé. Ça va bien? Je ne veux pas lui faire peur, ne vous inquiétez pas. C'est Abdel Salem Mounib, agent pénitentiaire, qui va s'en charger. Première étape, brancher le boîtier qui va détecter la présence du bracelet. Le condamné ne pourra pas l'enlever et le gardera 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ça va sonner, ça va biper pour le petit. Il va y avoir un bruit. T'as bien? L'appareil est ensuite paramétré Il était là-bas au fond. pour que le jeune homme puisse se déplacer chez lui sans déclencher d'alarme. Le bracelet électronique est résistant à l'eau. À partir de maintenant, interdit de toucher au robinet, de le déplacer. Même la chaise, interdit. Il n'y a que nous qui pouvons intervenir. Si au besoin vous nous appelez, on intervient. Le condamné a obtenu de pouvoir sortir de chez lui de 8h à 19h en semaine pour travailler et de 14 à 17 le week-end. S'il ne respecte pas ses horaires, une alarme se déclenchera et le centre de surveillance lui demandera de s'expliquer. On va appeler encore une fois sur le bouton. On va l'appeler soit là-dessus, soit sur son portable. Et automatiquement, il y a des fax qui vont partir à la maison d'arrêt de Sequedin, au SPIP et au magistrat. Vous serez en alarme. Ce sera à vous, après, de justifier cette alarme. Une alarme de 3 minutes, ça peut passer une fois, mais après, ça ne passe plus. En cas de non-respect de ses obligations, l'aménagement peut être révoqué par la juge d'application des peines. J'ai de la chance que j'ai le bracelet, j'ai tué chez moi avec mon fils et avec ma femme. C'est bien, c'est l'aspect de prison. S'il avait été en prison, ça n'aurait pas été la même chose. Du tout. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, en tant que... Là, je le vois à côté de moi, donc il y a des horaires qui sont fixés, donc je sais très bien qu'il est à la maison. Mais il est avec son fils, c'est lui qui s'occupe de lui généralement, donc... de ce côté-là, je suis contente, quoi. Ça peut lui permettre aussi de continuer son emploi, sa formation, ses stages, de rechercher. Justement, donc il a trouvé un travail aujourd'hui, donc il devait commencer aujourd'hui. Ouais. C'est bien. C'est mieux que le parloir. Ouais. 10 000 personnes portent aujourd'hui un bracelet électronique. C'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans.